France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, ce soir, c'est un jour au Liban. L'ambiance dans le village est très tendue. Il y a de la panique, mais nous allons y retourner. Nous sommes ici d'abord pour mettre notre famille en sécurité. Mais demain, nous retournerons au village pour aider les blessés et soutenir ceux qui n'ont pas pu partir. Bonsoir Marwan Chahine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste franco-libanais. Vous êtes auteur de Beyrouth, 13 avril 75, l'autopsie d'une étincelle aux éditions Belfond. Avant de dialoguer ensemble, Marwan Chahine, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on aille à Beyrouth justement avoir une idée de ce à quoi le terrain ressemble. Avec vous, Arthur Saradin. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Vous êtes la correspondante dans la région pour France Inter. Arthur Saradin, c'est vous qui avez recueilli le témoignage du déplacé du Sud Liban que l'on vient d'entendre. C'est vous qui l'avez rencontré. Il s'appelle Ali Attar. Et précisément, d'ailleurs, les gens que vous rencontrez et que vous nous décrivez au fil des reportages, est-ce que c'est une population qui fuit les zones de combat en se disant « cette fois c'est foutu, je ne reviendrai plus, je ne pourrai plus revenir en arrière » ou est-ce qu'on se dit « je reviendrai » parce que ça dit tout de « sommes-nous dans une guerre totale ou pas » ce genre d'état d'esprit? Absolument. En fait, disons qu'il y a deux problématiques. La problématique d'abord de l'incertitude. C'est quelque chose qui est nouveau au sud Liban. Les bombardements sont massifs au point qu'on les a pas entendus depuis la dernière guerre de 2006, donc il y a 18 ans. Les civils ne savent pas ce qui va se passer. Ils essaient tant bien que mal de se réfugier à Beyrouth ou plus au nord du pays, et ils ont en bagage mémoriel peut-être deux dernières guerres. Celle de 2006 qui avait été une guerre éclair, donc certains ont... C'est un faux espoir, mais peut-être que ce conflit se termine vite. Et puis d'un autre côté, il y a aussi ceux qui ont la mémoire de l'occupation israélienne qui, elle, a duré des années. Et donc, cette accumulation de traumatismes, fait que les Libanais ont surtout l'impression d'avancer dans l'inconnu, et c'est sans doute ce qui est le plus terrifiant pour eux. Quand ils entendent, c'est ce qu'on a entendu à la tribune de l'ONU aujourd'hui, le Liban est au bord du gouffre. Est-ce que quand vous le regardez avec recul, quand vous revenez du sud du pays, vous vous dites, et on se dit oui, ce pays est au bord du gouffre? Oui, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on dit que le Liban est au bord du gouffre. On l'a dit au moment de l'explosion du port de Beyrouth, au moment de la crise économique. On l'a dit à de nombreuses reprises. La réalité, c'est que sur le plan de la guerre, du conflit, il était peut-être au bord du gouffre encore en octobre 2023, quand la guerre était encore larvée. C'était déjà un fait qui était contestable vis-à-vis des populations du sud Liban qui avaient déjà payé un tribut depuis un an, avec des morts civiles qui pouvaient se compter par plus d'une centaine au sud du pays, et des populations qui avaient déjà la peur d'une guerre totale. Maintenant, on peut dire qu'il y a une plongée dans l'inconnu et le bord du gouffre est dépassé. Ce qu'on voit aujourd'hui au Liban, le bilan qu'on a actuellement, qui est de 594 morts et de plusieurs milliers de blessés, qui est un bilan encore provisoire parce qu'il reste des gens sous les décombres que parfois les services de secours n'arrivent pas à atteindre, c'est un bilan qui est déjà près de la moitié de celui de la guerre de 2006 qui avait duré un mois au bout de 24 heures de conflit. Donc on est sur quelque chose qui relève de l'inédit. Évidemment, ça aura un impact sur ce pays, mais sur son histoire. Et donc, c'est cet inconnu, encore une fois, qui terrifie ses habitants. Encore une question pour vous, Arthur Saradin, avant de dialoguer avec Marwan Chahine. Ce que vous entendez de la population, est-ce que vous entendez cette guerre n'est pas la nôtre? Parce que c'est l'une des stratégies d'Israël de dire que la population, à un moment, dira stop et se retournera contre le Hezbollah. Ou est-ce qu'au contraire, ce que vous entendez, c'est désormais cette guerre est aussi la nôtre? Ou peut-être qu'il y a quelque chose au milieu? Alors, pour les habitants du Sud, cette guerre est déjà la leur. En tout cas, ils en sont déjà les victimes depuis un an. Pour ce qui est de la stratégie israélienne, qui est en effet une stratégie historique de longue date, de penser qu'on pourrait diviser les populations autour du Hezbollah en faisant les cibles des attaques, c'est quelque chose que l'histoire a plutôt remis en cause. C'est-à-dire que le Hezbollah, depuis l'occupation, s'est créé en opposition à Israël dans un contexte d'occupation sur à la fois une inspiration de la révolution iranienne islamiste, mais aussi un sentiment nationaliste des populations qui étaient occupées. En 2006, il a gagné ses galons en repoussant Israël sur un sentiment d'insécurité des populations. Et aujourd'hui, on voit dans le cadre d'un pays qui n'a plus de président de la République, plus de gouvernement fonctionnel, et qui est exsangue depuis 5 ans, certaines personnes qui ne soutiennent pas le Hezbollah politiquement, et on en parle souvent à ces personnes quand on est en reportage et qui nous disent on
On a même des fois protesté contre le Hezbollah en 2019 quand on voulait parler de leur gestion des affaires politiques. Mais quand il n'y a pas d'armée libanaise, on se range contre celui qui va protéger la destruction des villages. Et le Hezbollah joue aussi sur cette corde sensible pour brasser large auprès des fois même d'une population qui ne le soutient pas idéologiquement. Arthur Saradin avec nous, correspondant de la région pour France Inter. Merci beaucoup. Marwan Chahine, moi je me demandais, je vous voyais opiner du chef en écoutant ce que nous racontait Arthur. Est-ce que vous avez le sentiment parfois au fond qu'Israël a une mauvaise lecture du Liban, et vous êtes bien placé pour le savoir? C'est aussi ce que vous racontez dans votre livre en remontant aux sources de la guerre civile dans un pays comme le vôtre. La mauvaise lecture, ce serait de dire les Libanais finalement disent stop, alors qu'au fond ce que les Libanais disent plutôt c'est encore, et ça nous retombe dessus une nouvelle fois. Oui, vous avez raison. Je pense que je ne sais pas si c'est une mauvaise lecture ou si c'est délibéré, ça en revanche. Mais en tout cas, les Libanais ont le sentiment que une fois de plus, ça leur tombe dessus, parce qu'en fait, cette guerre et maintenant je pense qu'on peut parler de guerre. Cette opération militaire israélienne n'est pas du tout la première dans l'histoire du Liban. Et beaucoup de Libanais craignent que ce soit pas la dernière non plus. Sauf qu'il y a quelque chose, donc c'est une répétition du même, en pire à chaque fois, parce qu'une journée comme hier, c'est plus de 500 morts, un bilan qui va sans doute monter à 700, et énormément de civils parmi eux, parce que je lisais les listes là, et en fait beaucoup de gens ne sont pas des combattants du Hezbollah. Donc oui, c'est le même, mais en pire. Arthur dit à l'instant que c'est inédit dans l'histoire du Liban, et pourtant Dieu sait que le Liban en a vu. Marwan Chahine, est-ce qu'on dit vraiment inédit dans l'histoire du Liban ce qui se passe aujourd'hui, depuis 2 jours? À une journée aussi violente en termes de bombardement sur des civils, oui, de mémoire, j'en ai pas vu. Là, je voyais un post qui parlait d'une journée à 350 morts, mais une journée comme ça, à part les journées des grands massacres, il y en a eu au cours de la guerre civile libanaise. Moi non plus, j'ai pas mémoire d'une journée aussi violente. Vous disiez tout à l'heure, vous hésitiez à dire est-ce qu'on parle de guerre, est-ce qu'on dit le mot guerre ou pas. La réponse a été quasiment tranchée par tout le monde hier. Oui, ça s'appelle une guerre. Est-ce que c'est la grande guerre selon vous? Est-ce qu'on a mis effectivement le pied dans cet engrenage-là ou pas? Alors, je sais pas, mais en fait, surtout, je sais pas qui est le on. Enfin, si, je sais qui est le on. En réalité, c'est une décision unilatérale de Benjamin Netanyahou de se lancer dans une guerre et d'affaiblir autant que possible le Hezbollah, qui a été déjà largement affaibli récemment. Et j'ai l'impression que tant que personne ne va l'arrêter, il va continuer. Et c'est ça qui est dramatique. Et quand on dit que personne ne va l'arrêter, j'ai sous les yeux les déclarations de Biden aux Nations Unies, par exemple, qui met solennellement en garde contre une guerre généralisée. Il y a eu le secrétaire général des Nations Unies aussi qui dit le Liban est au bord du gouffre. D'accord. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut, la communauté internationale aujourd'hui? J'ai presque envie de vous demander, est-ce que les Libanais attendent quelque chose de la communauté internationale aujourd'hui? Je sais pas, je pense qu'il y a en effet un désespoir chez les Libanais, parce que cette communauté internationale, c'est pas la première fois qu'elle abandonne les Libanais. Et oui, en fait, il faudrait beaucoup plus que des mots. Il y a des moyens de pression qui sont des pressions économiques, qui sont des pressions de livraison d'armes. Mais en fait, est-ce que les Américains sont prêts à faire ça aujourd'hui? J'en suis pas certain. À 6 semaines de leurs élections, c'est surtout ça exactement. Aussi qui fait que on a l'impression quand même qu'on est en train qu'Israël est en train de mettre les Libanais dans une situation impossible, parce que en effet, se battre contre Israël, ça sous-entend d'être avec le Hezbollah. Tous les Libanais évidemment ne sont pas avec le Hezbollah. La situation politique libanaise est d'autant plus compliquée. C'est aussi une équation impossible pour la communauté internationale, parce que défendre le Liban d'une certaine façon, c'est aussi défendre le Hezbollah que l'on considère comme attaqué. Est-ce que Israël n'a pas mis là à la fois les Libanais et la communauté internationale dans un coin dont il est extrêmement compliqué de sortir? Je suis pas certain, parce que je vois pas en quoi aujourd'hui dire faire des bombardements qui font 560 morts et qui tuent indistinctement des civils et des militaires, parce que en fait ça a toujours été le cas, c'était déjà le cas dans les années 70. Je sais pas en quoi dire ça suffit, c'est défendre le Hezbollah. Non, c'est juste dire on ne peut pas faire n'importe quoi quand on fait la guerre. On ne peut pas arrêter cette escalade, vous dites aujourd'hui. Enfin, en tout cas, si, les Américains ont dans les mains de quoi arrêter cette escalade, et on voit bien qu'à 6 semaines des élections, ils ne le font pas. De nous, il y a eu des mots d'Emmanuel Macron à un moment, c'était au début. De nous, encore une fois, est-ce qu'on attend quelque chose au Liban, Marwan Chahine, ou est-ce que on en reste les bras ballants? Non, mais je crois qu'il y a une certaine résignation. C'est-à-dire que les mots d'Emmanuel Macron après l'explosion du port de Beyrouth avaient suscité un peu d'enthousiasme. De fait, ça n'a pas été suivi d'actes.
Et aujourd'hui, je crois que les Libanais seraient prêts à accueillir n'importe quelle main tendue qui évite le bain de sang auquel on risque d'assister dans les jours et les semaines à venir. Mais il faudrait des actes un peu forts pour ça. Et j'ai l'impression, je sais pas si la France a vraiment envie de le faire. Quand on dit le Liban peut devenir Gaza, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que vraiment le Liban peut devenir Gaza ? Je sais pas, j'ai déjà entendu cette comparaison. Je sais pas si la situation est comparable. On n'est pas dans la même densité de population. Mais déjà, rien qu'avec hier, on peut voir déjà que le Liban illustre un peu Gaza aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on disait sur mais on connaît pas les chiffres, mais on sait pas, c'est le Hamas seulement qui parle. Là, c'est le ministère de la Santé libanais qui est pas, et c'est pas uniquement des chiffres du Hezbollah. Et la réalité, c'est qu'on a un bilan humain qui est énorme pour une seule journée de bombardement. Il n'y a pas de gouvernement au Liban, on le sait, et depuis un certain temps. Et du coup, est-ce qu'on se retrouve pas face à une espèce d'équation qui est beaucoup trop binaire, en fait, qui est Hezbollah contre Israël, et pas le Liban et l'État libanais, qui est un État autonome, qui est régi par son État de droit. Est-ce qu'on se retrouve pas dans une situation binaire où on dit Israël contre le Hezbollah, sans que qui que ce soit puisse intervenir au milieu de ça, y compris au Liban? En fait, c'est la façon dont Israël présente les choses en disant on va libérer les Libanais du Hezbollah. La réalité, c'est que le Hezbollah il y avait des voix critiques contre le Hezbollah au Liban. Il y en a encore, elles étaient nombreuses. Mais en fait, dans une situation mais j'allais dire comme sans celle-là, État, on les entend plus. Et voilà, on ne peut plus les entendre sans État. Est-ce qu'on les entend encore? Ah bah là, si on ouvre n'importe quel réseau, on entend tous les Libanais, y compris les plus fervents critiques du Hezbollah, qui disent c'est une attaque contre le Liban et pas une attaque contre le Hezbollah, ce que c'est en réalité. Et d'une certaine façon, loin d'affaiblir le Hezbollah, là, à court terme, elle crée une unanimité autour de lui, parce qu'on a le sentiment que le Liban est sans défense aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous posais la question, parce que dans la lecture israélienne, il y avait Gaza égale le Hamas, jusqu'à quel point, et c'est là qu'on fait la différence ou pas, est-ce que le calcul et la lecture d'Israël ne risque pas d'être le Liban égale le Hezbollah? Et c'est en ça que la situation devient la même, entre guillemets, qu'à Gaza. Mais en fait, c'est pas la lecture, c'est la rhétorique, parce qu'en réalité, ils savent très bien que c'est pas le cas. Ils savent très bien que la société libanaise n'est pas que le Hezbollah. Et quand ils tuent indistinctement des gens du Hezbollah et des gens pas du Hezbollah, je pense qu'en fait, il y a l'intention délibérée de se dire que ça va diviser les Libanais. C'était déjà le cas, je vous dis, au cours des précédentes opérations militaires. Donc je pense pas que ce soit une erreur de lecture, malheureusement. Marwan Chahine, il y a une force d'intervention de l'ONU au Liban qui s'appelle la FINUL. Quand on voit la manière dont les choses sont en train de tourner aujourd'hui, est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent il faut qu'il s'en aille? Il faudrait qu'il s'en aille, en fait. Non, mais en fait c'est terrible la FINUL, parce que dans FINUL il y a nul, et en effet c'est ce que j'ai cru entendre. Non, mais c'est vrai que dans la manière de mais c'est lire, terrible. C'est une force qui traduit l'impuissance totale, mais aussi l'absence de désir d'intervenir de la communauté internationale. Mais du coup, faudrait-il qu'elle s'en aille? Est-ce qu'à la fin on se dit ça plutôt que d'observer en témoin inactif ce qui est en train de se passer? En tout cas, elle a très peu de marge de manœuvre. Je ne sais pas s'il faudrait qu'elle s'en aille. Si elle pouvait être réellement effective, tant mieux. Mais de fait, elle l'est pas. Marwan Chahine, vous êtes journaliste et vous avez écrit Beyrouth, 13 avril 75, l'autopsie d'une étincelle aux éditions Belfond. Mais t'as vu qu'on n'a pas fini de reparler de Liban dans Un jour dans le monde, et avec vous, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. La suite, ce soir, ça se passe à Taïwan avec une série télévisée qui imagine l'invasion de l'île par la Chine. C'est plus vrai que nature, vous verrez comment les Taïwanais ont réagi. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. En Allemagne, le Passerail toujours très populaire, mais bientôt plus cher. Le Monde à 18h50, Franck Madvon. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Et on va revenir au Proche-Orient. On va tâcher de se mettre à la place du gouvernement israélien pour comprendre la stratégie d'Israël contre le Hezbollah. Hélène, au pays des 50 États. Bonsoir Hélène Chevalier. Bonsoir Fabienne. Cette semaine, j'ai rencontré Cory, 16 ans. Il se bat contre les armes à feu après un drame familial. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue avec les Franz Ferdinand Audacious qui annonce un nouvel album pour l'année prochaine. Ça va s'appeler The Human Fear et c'est dans la playlist de France Inter. Here we go with riff 1. Did you ever get the feeling that there's something come undone and unreeling in the seeming, the stitching gone? So you rip a little harder to
existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same as us. We should just get on. Get on. With a plastic carrier bag in each hand, the rain fell. Oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious than I've ever been. I've ever been. So don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. Don't go blaming the neighbors. You know they're the same as us. We should just get on. Get Nous sommes à Taïwan dans le reportage d'Un jour dans le monde. Ce soir à Taïwan, où une série télé imagine pour la première fois à quoi ressemblerait une invasion chinoise. Ça s'appelle Zero Day. Un premier extrait a été diffusé. Il a suscité une très grosse émotion à Taïwan et le reste, c'est Adrien Simor qui raconte. Une dizaine de soldats chinois vient de débarquer sur cette petite plage. Dans les bunkers, l'armée taïwanaise tente de riposter. Les combats au corps à corps débutent. Heureusement, ce n'est que du cinéma. Chen Qingmei, scénariste et productrice de la série Zero Day. Depuis l'invasion russe en Ukraine, tous mes amis taïwanais sont devenus plus inquiets face au risque de guerre. J'ai pensé que nous devions exprimer cette anxiété à travers une histoire, car après tout, c'est un sentiment commun à tous les Taïwanais. La série imagine les 7 jours précédant une invasion chinoise. Pékin lance un embargo autour de Taïwan et envahit la petite île taïwanaise de Kinmen, située juste en face de la Chine. La population taïwanaise, elle, se divise, comme dans cet extrait où un groupe de mafieux pro-Chine tente de prendre le contrôle des routes. À partir de maintenant, c'est nous qui gérons cet endroit. S'il y a des voitures qui arrivent, vous les forcez à s'arrêter. Et sinon, vous les tuez. La scénariste Chen Qingmei. On s'est beaucoup renseigné pour écrire ce scénario et on a réalisé que si la Chine devait envahir Taïwan, le plus probable c'est qu'elle passerait d'abord par des groupes infiltrés au sein de la société taïwanaise pour diviser la population. Ce n'est qu'après avoir créé le chaos qu'elle envahirait réellement. On a trouvé cela intéressant parce que ça permettait de raconter les choix et les dilemmes de nos personnages. Réaliser ce projet est un exploit à Taïwan. Par peur des répercussions sur le marché chinois, beaucoup d'acteurs ont refusé de participer. L'actrice taïwano-américaine Janet Chie a accepté de jouer le rôle de la présidente taïwanaise. Je savais que cela allait attirer l'attention, car Taïwan n'a encore jamais filmé ce type de sujet. J'ai accepté ce rôle car j'espère que le monde entier verra cette série et comprendra que Taïwan est un endroit où il est possible de filmer librement tous les sujets. Le mois dernier, un premier extrait diffusé sur les réseaux sociaux a été vu par des millions d'internautes. La plupart des commentaires remerciaient les producteurs du film. J'ai 21 ans et j'ai pleuré en regardant ce trailer. Tout cela est si proche de nous. Enfin, les Taïwanais doivent faire face à cette réalité qu'ils ne veulent pas voir. Susciter le débat, c'est tout l'objectif d'un des producteurs de la série, le milliardaire Robert Tsao. Retour à Taipei, où Robert Tsao reçoit dans son appartement luxueux du centre-ville.
L'ancien patron d'UMC, un des géants des puces électroniques taïwanais, est devenu le symbole de la résistance face à la Chine. Ça remonte à 2019, quand j'ai vu que la Chine avait recruté des mafieux pour tabasser les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Cela m'a révolté et je me suis promis de tout faire pour éviter que cela n'arrive à Taïwan. Personnellement, je ne pense pas que la Chine fera comme la Russie et attaquera directement. Ils ont encore trop de problèmes internes à régler. Mais s'ils attaquent et que nous ne sommes pas prêts, alors c'est dangereux. Cette série cherche à sensibiliser sur ce sujet. C'est pour ça que je les ai soutenus. Selon les derniers sondages, seule la moitié des Taïwanais ont confiance dans leur capacité de défense, mais 70% d'entre eux se disent prêts à se battre en cas d'invasion chinoise. Le reportage d'un jour dans le monde, signé Adrien Simard. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et c'est d'abord en Albanie, Kevin, que nous sommes, où un nouvel État va voir le jour. Oui, c'est en tout cas le souhait du Premier ministre albanais Edi Rama, proposition formulée dimanche devant les membres de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Nous soutenons la transformation du centre mondial des Bektashi en un État souverain au sein de notre capitale, Tirana. Voilà ce qu'explique Edi Rama. Les Bektashi, c'est une communauté musulmane, la 4e communauté religieuse en Albanie, qui représente tout de même 10% de la population. Elle occupe une place particulière dans le pays. Ses dirigeants les plus importants ont été chassés de Turquie au début du XXe siècle et sont donc arrivés en Albanie. L'ordre des Bektashi salue évidemment l'annonce et parle d'une souveraineté semblable à celle du Vatican. En effet, la citoyenneté ne sera accordée qu'aux membres du clergé et à l'administration. Le territoire fait une dizaine d'hectares seulement, ce qui en fera le nouvel État le plus petit au monde. Et nous voici en Tanzanie, où l'opposition est malmenée. Oui, cette fois, on n'est pas du tout dans la tolérance. Au contraire, la police a empêché hier à Dar es Salaam, la capitale, une manifestation de Chadema, le principal parti d'opposition du pays. Pire encore, les principaux responsables ont été arrêtés, dont son président, Freeman Mbowe. Ils ont rapidement été remis en liberté sous caution, mais c'est un nouveau signe de durcissement du pouvoir de Samia Suluhu, accusé de dérive autoritaire. Son parti est à la tête du pays sans interruption depuis l'indépendance en 1961. Les membres de Chadema avaient appelé à manifester suite au meurtre d'un de leurs dirigeants, tué par des hommes armés. L'opposition accuse les forces de sécurité tanzaniennes d'être impliquées dans cette affaire et dans d'autres cas de disparition d'opposants ces dernières semaines. Une répression dénoncée par des ONG de défense des droits humains et de nombreux gouvernements occidentaux. Nous n'avons pas à recevoir des directives sur ce que nous devons faire dans notre pays, a répondu la semaine dernière la présidente tanzanienne. Et puis nous voici en Allemagne, Kevin, avec un billet qui augmente. Oui, le Deutschland Ticket, vous savez, c'est ce qui a inspiré le Passerail vendu cet été en France. Cet abonnement mensuel qui permet d'avoir accès de façon illimitée à tous les trains locaux, régionaux, sauf les TGV, les bus, les trams, les métros de tout le pays, le tout pour 49 € par mois. Une des mesures phares du gouvernement d'Olaf Scholz, poussée par les écologistes, puisque le but, c'est de faire renoncer les Allemands le plus possible à leur voiture. Eh bien, 1 an et demi après son lancement, il va passer à 58 € par mois, 9 € d'augmentation d'un coup, donc au 1er janvier. Le ministre des Transports qui a négocié ce tarif avec l'ensemble des Länder, les 16 régions allemandes, eh bien, dit que c'est le seul moyen pour pouvoir financer la mesure. Environ 13 millions d'habitants sur 83 millions utilisent ce Deutschland Ticket. Certains vont peut-être en revenir avec cette augmentation. De nombreuses associations environnementales et de consommateurs la dénoncent, estimant que les plus modestes vont être pénalisés. Certaines appellent à une tarification sociale pour le rendre plus accessible. Aujourd'hui, en effet, c'est le même prix pour tout le monde. Merci beaucoup, Kevin. Vous repartez à pied. Oui, non, pas en train. Voilà, avec des petits plaisirs coupables de Djoubaka qui fait la programmation musicale de cette émission. Elle s'appelle Wong Tan. C'est une chanteuse vietnamienne connue pour ses interprétations de chants traditionnels vietnamiens. La chanson s'appelle Bakida. Ça date de 2001. Trắng 3 năm mang cho người yêu.
Voilà, elle s'appelle Wong Tan et la chanson s'appelle Bakida dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, Israël a conduit de nouveaux raids aujourd'hui au Liban. Ce soir, vous nous expliquez pourquoi l'État hébreu est convaincu que sa stratégie de pression maximale va fonctionner. Oui, la campagne de bombardement est un peu moins intense qu'hier. Mais Israël a encore visé aujourd'hui de nombreux sites du Hezbollah, rampes de lancement, dépôts de munitions, attaques ciblées. Ces raids font aussi des victimes civiles, au moins une cinquantaine d'enfants tués, près de 600 morts en 2 jours, vous l'avez longuement abordé avec vos invités tout à l'heure. Le bilan a déjà atteint la moitié de celui de la guerre de 2006 qui avait duré plus d'1 mois. Le premier objectif de l'offensive, c'est évidemment l'affaiblissement du Hezbollah. Viser les infrastructures, décapiter le commandement, désorganiser le mouvement. C'est à cela qu'a servi l'opération Beeper et Talkie Walkie de la semaine dernière. Donc Israël veut contraindre le Hezbollah à une sorte de reddition. Oui, c'est le premier scénario. Certains analystes lui ont donné un nom, l'escalade pour la désescalade, c'est-à-dire mener des attaques tellement intenses, affaiblir le Hezbollah à un tel point qu'il n'aura d'autre choix que la voie diplomatique pour s'en sortir. L'espoir pour Israël serait de voir le mouvement chiite se retirer du sud Liban vers le nord du fleuve Litanie, selon les termes de la résolution 1701 de l'ONU qui a mis fin à la guerre de 2006. Les 70 000 Israéliens déplacés du nord du pays pourraient alors rentrer chez eux. Ce scénario semble improbable. On voit mal comment le Hezbollah accepterait une telle défaite, à moins que ses chefs ne considèrent que la survie même du mouvement en dépend. Et si ce scénario ne se produit pas, que peut espérer Israël ? Alors la seconde hypothèse, Fabienne, implique une riposte du Hezbollah bien plus vigoureuse que les tirs de roquettes de ces derniers jours. Israël pense pouvoir pousser à la faute le mouvement pro-iranien. Dans ce cas, le Hezbollah, acculé, aurait recours à des armes plus sophistiquées pour cibler les villes israéliennes du nord. Benyamin Netanyahou pourrait alors affirmer que son ennemi chiite a commis l'irréparable et son armée pourrait taper encore plus fort, voire envisager une offensive terrestre. A priori, ce n'est pas le projet pour le moment. Israël sait qu'une intervention au sol est périlleuse. Le Hezbollah, très bien implanté dans le sud Liban, pourrait provoquer de nombreuses pertes dans ses rangs. De toute façon, l'Iran veut éviter la guerre totale et souhaite que son allié, le Hezbollah, n'utilise ses armes les plus dangereuses qu'en dernier recours. Téhéran espère conserver cet atout le plus longtemps possible. Et Franck, est-ce qu'il y a un autre scénario pour Israël ? Alors oui, le dernier scénario, c'est celui en fait d'une guerre qui dure. Israël continue à bombarder le Liban, à pilonner le Hezbollah, ses stocks d'armes et de munitions. De toute façon, son armée est bien plus puissante et ses systèmes de défense peuvent résister aux barrages de roquettes et de missiles du mouvement chiite. Dans cette hypothèse, Israël mise sur l'impopularité du Hezbollah, auquel les Libanais pourraient attribuer la responsabilité de leurs maux, MAUX, mais à vrai dire, une guerre qui dure renforcerait surtout la haine des Libanais pour leurs voisins du Sud. Israël est déjà accusé aujourd'hui dans le monde entier de violation du droit international pour ses opérations à Gaza. Son image serait un peu plus ternie par de nouvelles victimes civiles au Liban. Et Israël oublie une chose, dans tous les cas de figure, le Hezbollah, un peu comme le Hamas, est une idée plus qu'un mouvement. Il survivra. Le Monde à 18h50 et Franck Madvon, merci beaucoup. 6 semaines avant l'élection américaine, Hélène Chevalier embarque des Américains de passage. C'est Hélène au pays des 50 États. France Inter. We are Americans. Et cette semaine, Hélène, vous êtes allée à la rencontre de Cory. C'est un jeune ambassadeur contre la violence par arme à feu. Oui, l'adolescent est devenu ambassadeur après un drame familial. Il habite un des quartiers les plus dangereux de Washington. Alors, vous entendez régulièrement parler de fusillades de masse, mais il y a aussi les suicides, les homicides. Plus de 48 000 personnes sont mortes en 2022 ici à cause des armes. Déclarée crise de santé publique cet été. C'est depuis 4 ans la première cause de mort chez les enfants et adolescents américains. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce portrait par la fin, parce que le jour où je suis rentrée de mon interview avec Cory, il était 19h30 et j'ai découvert un mail du proviseur du lycée de mon fils qui m'a un peu fait froid dans le dos. Un élève avait essayé de rentrer dans l'école avec une arme. J'ai sauté sur mon téléphone dès le lendemain matin. Oui, merci de prendre mon appel. J'ai reçu un email et j'aurais aimé en savoir plus concernant l'élève qui a été découvert avec une arme.
C'est finalement le proviseur lui-même qui m'a rappelé. Le pistolet a en fait été découvert grâce à la machine à rayons X située à l'entrée de l'école. Qui sait ce qui peut pousser un jeune à penser qu'il doit porter une arme à feu sur lui et à l'introduire dans l'école? Mais l'arme n'est pas entrée dans l'immeuble. Nos systèmes de sécurité ont fonctionné. Je raccroche à moitié rassurée, surtout en imaginant le stress que doivent ressentir les parents de Corey, car si moi j'habite dans une zone plutôt tranquille de la capitale, le jeune homme vit lui à Anacostia, un quartier très défavorisé au sud-est de Washington, l'un des plus dangereux surtout. Il m'a donné rendez-vous devant son lycée, à quelques blocs de l'appartement qu'il partage avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. Corey porte une chemise blanche sous un sweat bleu pétant, floqué du nom de son école, un pantalon beige et des mocassins parfaitement cirés, loin de la dégaine bas de pyjama Crocs qu'arborent beaucoup de lycéens américains. Je suis inscrit à l'Académie préparatoire en technologie de Friendship, qui est un lycée technologique. Corey est accompagné de 2 de ses meilleurs amis. On s'installe sur une table de pique-nique au niveau du parking des professeurs. Ça ne fait pas longtemps qu'il est ambassadeur de Guns Down Friday, une association contre les armes à feu qui l'a beaucoup soutenu après le décès de son frère Dorian. Une femme a essayé de le voler. Il l'a empêché et elle lui a tiré dessus 7 fois, l'a paralysé. C'est la raison pour laquelle il est mort ensuite. Parce qu'il s'est fait tirer dessus, a été paralysé. Et plus tard, le 16 décembre de l'année dernière, il est décédé d'une overdose. Emporté par les opioïdes, l'autre crise sanitaire qui endeuille l'Amérique, Corey me conseille d'écouter My Time. C'est sa chanson préférée de D-Block Pippen, le nom d'artiste de Dorian, car il était rappeur comme 2 autres de ses frères. Je suis celui qui l'a trouvé mort dans ma chambre. Un traumatisme forcément pour cet ado de 16 ans qui semble parfois oublier la violence qui l'entoure. Ce que je peux dire, c'est que là où j'habite, personne n'a été tué, sauf une agent de sécurité lors d'un échange de tirs. Quelqu'un a tiré depuis mon immeuble et une autre personne a répliqué depuis l'extérieur et elle a été touchée. Mais à part ça, personne n'est décédé à cause d'une arme à feu. Non, oubliez ça. Il y a une autre personne qui est morte aussi. Avec son frère, ça fait donc 3 morts par balle autour de lui. J'imagine qu'il doit avoir peur. Il me dit que non. J'insiste. Non, vraiment, c'est pour ses proches qu'il s'inquiète. Je connais la communauté dans laquelle je vis. J'ai parfois peur pour ma famille, parce que mes frères, dont celui qui est décédé, sont des rappeurs. Le simple fait de savoir que nous sommes de la même famille crée une certaine confusion chez les gens. Je ne dirais pas qu'ils ne les aiment pas, mais qu'ils ne s'entendent pas avec eux. Derrière moi, les profs viennent récupérer leur voiture et lâchent de gentils petits mots au passage. Et ça va? C'est mon élève préféré. Corey, c'est un peu le chouchou du lycée. Il est représentant des élèves depuis des années. Et si son discours contre les armes à feu est encore balbutiant, le décès de son frère l'a poussé à fonder sa propre entreprise pour motiver les jeunes à s'impliquer avec lui. Je suis directeur général de la KIT, présidente Coalition for Progress, une entreprise de défense des jeunes qui leur offre une plateforme pour faire entendre leur voix afin que nous puissions nous exprimer et déterminer ce que nous pouvons faire pour nous responsabiliser les uns les autres, ce que nous pouvons faire pour nous assurer que tout le monde est en sécurité, en particulier les jeunes. Ce fan de Barack Obama se voit bien dans quelques années directeur financier d'Apple. Son copain, Tory, imagine lui une destinée encore plus glorieuse. Il y a les gens qui choisissent d'être rappeurs ou d'opter pour la violence, mais lui va vraiment changer les choses. Je crois en lui, tu pourrais devenir président, mec. Retenez bien son nom donc, Corey McSwain, un peu trop jeune pour prétendre à l'élection présidentielle de novembre prochain, mais pourquoi pas les suivantes. Et ben voilà, votez Corey. Merci beaucoup Hélène au pays des 50 États qui revient évidemment mardi prochain.